Alors, deuxième temps de ce troisième débat de cette journée porte ouverte numérique où Mediapart, je vous le rappelle, est en accès libre, où vous pouvez visiter 13 ans d'articles, d'enquêtes, de dossiers de Mediapart, de la cave au grenier, comme dans une maison. Et donc, le deuxième temps de ce troisième débat sur la France face au Covid et comment Mediapart a fait face à cet événement inattendu, là, on se tourne vers au fond, la société. Hein. Nous, on est au service du droit de savoir des citoyens et d'abord, on est le relais de ce que vivent les citoyens. Et donc, nous sommes avec trois autres membres de l'équipe qui sont au cœur de toutes ces questions. Dan Israël, qui est au pôle social de Mediapart et qui suit toutes ces questions. Il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent de ceux et celles qui se sont inscrites. Redidja Zerwala, qui nous a rejoint récemment à Mediapart et qui met toute son énergie dans le traitement notamment de la jeunesse et de la situation de la jeunesse. Ce matin, lors de notre conférence de rédaction, elle soulignait à l'égard de nos gouvernants qu'il ne suffisait pas d'être sur TikTok, Instagram ou Facebook pour parler aux jeunes, hein, qui serait une catégorie uniforme, et on l'a incité après avoir à en faire peut-être un article ou un parti pris par rapport à nos gouvernants actuels. Et Faiza Zerwala, qui est au cœur du domaine qui concerne évidemment toute la jeunesse, qui est l'école, l'éducation, et comment tout ça est vécu à la fois par les élèves, les collégiens, les lycéens et par les enseignants. Alors, on pourrait commencer par toi, Redidja, tu as fait toutes sortes d'analyses, d'articles, de reportages sur les jeunes, sur les quartiers populaires, sur les plus fragilisés, car cette crise est pour nous non seulement derrière la crise sanitaire, il y a une immense crise sociale, hein, qui devrait être la priorité de nos gouvernants, au lieu de nous pourrir la vie avec des atteintes aux libertés fondamentales. À toi, Redidja. Oui, bah, tout à fait, Edoui. Les jeunes vont être particulièrement touchés par cette crise sociale et économique. Le président de la République avait bien raison de dire que ce sera dur d'avoir 20 ans en 2020, mais ces politiques, en fait, vont pas du tout dans le sens d'une aide aux plus jeunes et notamment aux plus précaires d'entre eux. Il y a le rapport sur la pauvreté en France qui vient de sortir par l'Observatoire des inégalités. Et franchement, ça fait assez peur pour la génération qui vient. On va se retrouver avec 1 million de pauvres, c'est-à-dire de personnes sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 900 euros net par mois qui auront entre 18 et 29 ans. Et on n'a toujours pas posé la question sérieusement, par exemple, de l'accès aux minima sociaux pour les moins de 25 ans, parce que le RSA est toujours inaccessible donc de 18 ans à 25 ans. Pourtant, la majorité en France est toujours à 18 ans. Et c'est vrai qu'au pôle social, avec mes collègues du pôle social, avec Dan, avec Manuel, on voit beaucoup de jeunes dans des situations assez précaires. Faiza aussi, dans l'éducation, on voit des étudiants dans des crous qui ont vécu des confinements horribles, qui sont dans des situations de précarité financière assez incroyables. Et face à ça, on a un gouvernement qui propose des solutions qui ne marchent pas et qui ne fonctionnent pas depuis plus de 40 ans. Donc voilà, Emmanuel Macron va dans la grande lignée de l'inefficacité en termes de réponse au chômage des jeunes, puisqu'il propose toujours les mêmes réponses, c'est-à-dire réduire le coût du travail. Donc ça, c'est la grande ligne des libéraux. Ils pensent qu'en réduisant à fond le coût du travail, on va arriver à trouver des emplois, mais ça ne marche pas. Euh, donc voilà, on attend de voir les résultats du plan Un jeune, une solution, mais étant donné les expériences passées et les recettes qui ne cessent de recycler, honnêtement, on ne pense pas que ça va avoir un grand impact, si ce n'est faire réduire peut-être un petit peu les chiffres du chômage en attendant la déflagration. Pardon. Oui.
non, pas de souci. Donc, je passe de Redincha Zerwali à Faiza Zerwala, et toujours sur cette question des jeunes. D'ailleurs, il y a une question de Hélène qui dit: les jeunes sont-ils les grands oubliés des aides gouvernementales? Et l'école et l'université sont un moyen, évidemment, de voir cela. Je rappelle que ce pouvoir, une de ses premières décisions impulsée par Gérald Darmanin, avait été la baisse mesquine de 5 euros des aides au logement pour les jeunes, justement. Donc, Faiza, comment y compris avec les difficultés du confinement, y compris pour nous, comment traiter ce que vivent les jeunes et les personnels éducatifs qui sont, comme les soignants, d'une certaine manière, en première ligne dans cette crise? Alors, voilà, je vais parler déjà des enseignants. Donc, les enseignants de la maternelle à l'université sont tous plongés dans une très, très grande lassitude. Ça fait depuis 3 ans et demi que ce gouvernement est en place. Que ce soit Frédérique Vidal ou Jean-Michel Blanquer, ils sont très contestés par les enseignants, quel que soit leur lieu d'exercice. Et là, la crise sanitaire a parachevé, voilà, a signé le divorce, parce que évidemment, enfin, si on se replace au début du confinement, Jean-Michel Blanquer expliquait que non, les établissements scolaires n'allaient pas fermer. Emmanuel Macron a annoncé le contraire à peine quelques heures plus tard. Donc ça a été vraiment le premier acte fondateur du désamour pendant le confinement. Ensuite, si on se souvient, il y a eu toutes les difficultés pour les enseignants de maintenir le lien avec leurs élèves, surtout les plus défavorisés. On se rend compte quelques mois plus tard que finalement le décrochage n'a pas été si irrémédiable en tant que tel, mais ça a été très compliqué. Certains enseignants, moi, me disaient qu'ils avaient sur une classe complète de 25 élèves, à peine 8 élèves qui se connectaient régulièrement parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur ou parce qu'ils avaient une mauvaise connexion Internet. Donc, il y a eu vraiment des grosses difficultés. Et il faut le souligner, les enseignants ont vraiment été à la hauteur, ont été là. Moi, ils me racontaient tous pendant le confinement qu'ils faisaient des journées interminables parce qu'il fallait réussir à maintenir le lien avec tous les élèves. Ils ont essayé de trouver des astuces. Un enseignant de collège me racontait que lui faisait des cours sur WhatsApp parce que c'était le seul outil que ses élèves avaient. Et donc, il a dû s'adapter. Donc, voilà, il y a eu toutes ces difficultés. Là, le second confinement, ce qui est compliqué, c'est les établissements scolaires ne sont pas fermés, mais il y a toutes les questions sanitaires et le protocole qui est jugé insuffisant pour protéger les enseignants. Et pour le reste, sur ta première question, les étudiants, avec Khadija, on l'a raconté et on continue d'avoir des témoignages en ce sens. C'est très difficile pour des raisons matérielles et aussi des raisons de santé mentale, parce que les universités n'est pas prévu qu'elles rouvrent avant février. Donc, c'est énorme pour beaucoup d'étudiants. Surtout les premières années, la première année d'université, on sait que c'est une année compliquée où il y a beaucoup d'échecs. Et là, pour les enseignants de l'université alertent sur le risque de décrochage très très fort des étudiants et le risque aussi d'isolement, de précarité. La précarité et chez les familles et chez les étudiants, elle est très forte. Certains étudiants n'ont pas les moyens de s'acheter à manger parce que ils ont perdu leur petit job qu'ils faisaient au noir, ce genre de choses. Et on a beaucoup documenté ça et je continue le tour avec Dan. Il y a déjà pas mal de questions pour toi par rapport à la dimension de catastrophe sociale de cette histoire. Il y en a une question qui dit d'où vient l'argent consacré au chômage partiel,
au soutien financier au commerce fermé. Katou, non sans humour, dit je croyais qu'il n'y avait pas d'argent magique. Et puis, deux autres questions toujours de Katou et de Hamza. Pourquoi ce gouvernement s'entête-t-il sur la réforme des retraites? Pourquoi ramène-t-il cette réforme des retraites en prétendant que ce serait y compris une question pour financer le déficit de l'État, hein, ce qu'on a vu y compris dans le débat actuel. Bref, comment est-ce que nous décryptons à Mediapart l'ensemble des aspects j'allais dire, à la fois de cette crise sociale et de cette offensive antisociale? Vaste question. Mais c'est vrai que les deux questions sont tout à fait liées. En fait, d'où vient l'argent? Eh ben, il vient de l'endroit d'où il pourrait venir à chaque fois. C'est-à-dire que la France s'endette pour soutenir les salariés et les entreprises en payant vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait, en ouvrant les vannes du chômage partiel de façon très très large. Alors ça concerne les salariés et pas les indépendants, c'est certain. Donc ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne beaucoup de salariés. Cet argent, la France s'endette pour pouvoir financer en grande partie le chômage partiel. Alors je voudrais quand même rappeler quelque chose, c'est que c'est pas seulement l'État qui s'endette pour payer le chômage partiel. L'État prend en charge les 2/3 du chômage partiel, ce qu'on appelle l'activité partielle en termes officiels, mais le tiers restant, c'est l'UNEDIC, c'est-à-dire l'assurance chômage, c'est-à-dire en fait, l'argent qui est accumulé par toutes les... Jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques mois, c'était des cotisations payées par les salariés et les entreprises. Maintenant, c'est des cotisations payées par les entreprises et une partie des impôts, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est l'assurance chômage prend en charge un tiers du chômage partiel. Ce qui pourrait poser des problèmes par la suite, parce qu'elle s'endette très fortement, sans avoir le choix, et on pourrait se dire qu'ensuite on lui demandera de faire des économies, donc on demandera de faire des économies sur, par exemple, les allocations chômage. On baissera peut-être les droits des chômeurs dans les mois à venir, dans les années à venir, parce qu'il y aura un gros trou financier. Premier point. Deuxième point, la question des retraites est complètement liée. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ne le cache pas du tout. Pour lui, il s'agit de faire une réforme des retraites bêtement ce qu'on appelle une réforme paramétrique, c'est-à-dire toucher à quelques paramètres pour faire des économies. L'avantage, c'est que les retraites concernent tellement de millions de Français que dès que vous touchez un paramètre, ça peut aller très très vite et vous pouvez faire beaucoup d'économies très rapidement. Donc clairement, c'est ça son idée. Clairement, l'idée est de rembourser cette dette qu'on peut appeler dette sociale avec beaucoup de guillemets rapidement. J'ai un gros doute sur la capacité politique du gouvernement à pouvoir mettre en place une telle réforme là dans les mois à venir, mais nous verrons bien. Jean Castex, le Premier ministre, a répondu aujourd'hui à son ministre que ce n'était pas la priorité, la réforme des retraites, mais nous verrons bien. En tout cas, il est certain que ce débat sera au cœur, je pense, des discussions pendant la campagne présidentielle à venir. Et enfin, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on traite cette avalanche sociale, cette catastrophe qui arrive? Eh ben, c'est compliqué, parce qu'en fait, on pourrait faire tous les jours des dizaines d'articles et de reportages sur la question. Il n'y a pas un pan de la société qui ne soit pas touché, sans doute, par cette crise, mais les travailleurs, les salariés, les indépendants, je pensais aux saisonniers dont on parle beaucoup en ce moment, qui travaillent dans les stations de ski, tous ces gens-là sont touchés très très fort et très très vite. Il ne faut pas oublier les restaurateurs, les hôteliers, enfin on pourrait tous les jours raconter des situations. Donc on essaye de prendre des cas emblématiques ou des cas précis pour pouvoir raconter ce que ça fait en vrai d'être travailleur et dans un monde qui est touché par le Covid. Alors, ce qu'il faut dire à celles et ceux qui nous découvrent sans être abonnés à l'occasion de ces journées portes ouvertes, c'est comme on peut pas presque physiquement tout couvrir. La particularité de Mediapart, c'est qu'il y a ce club participatif. Si vous êtes abonné, vous pouvez témoigner, vous pouvez alerter, vous pouvez faire vos propres récits. Et c'est un club participatif, comment dire, sans modération a priori, c'est-à-dire qu'en étant abonné, vous avez votre blog et vous vous engagez simplement à respecter la charte de participation. Il y a une question de Nicolas qui vous concerne tous les trois au fond, et Khadija, peut-être pourrais-tu être la première à y répondre. Comment, face à cet état d'urgence sanitaire, comment ça a affecté notre capacité, par rapport à ce que vient de dire Dan, d'enquêter sur le terrain, de rendre compte de ce qui se passe, de la réalité sociale, hein? On est entravé, le premier confinement était beaucoup plus sévère. Alors comment on fait?
comment on fait pour attraper cette réalité alors qu'il y a toutes ces difficultés? Comment, en fait, on se saisit des armes virtuelles pour rendre compte du réel au plus près? Radija. Bah oui, pour nous, c'est pour nous trois, enfin pour beaucoup dans la rédaction, c'est compliqué parce qu'on a l'habitude d'aller sur le terrain. Par exemple, en général, quand j'écris sur les étudiants, je vais devant une faculté ou dedans. Quand on écrit sur les collégiens, c'est beaucoup plus simple, par exemple, d'aller devant un collège pour avoir leur ressenti. Là, c'est très difficile. Surtout qu'on essaye au mieux de respecter les règles sanitaires, quand bien même, c'est vrai qu'avec la carte de presse, on a le droit à certains passe-droits, mais on fait très attention donc à la rédaction, à être responsable nous aussi. Et donc c'est difficile, par exemple sur la dépression des étudiants, je vais prendre un sujet qui a pas mal fait parler dernièrement. C'est vrai qu'on a d'abord traité la vie des étudiants pendant ce confinement sous l'angle économique, financier, parce que c'est vrai que c'était un vrai problème, comme le disait ma collègue Faiza très bien, qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui ont perdu leur job, des étudiants notamment étrangers qui avaient du mal à payer leur loyer. Et on n'est pas les seuls à l'avoir écrit. Par exemple, hier, le Bondi Blog a écrit aussi sur la situation très précaire dans laquelle se trouvaient les étudiants étrangers. Mais pour parler de santé mentale, c'est très difficile de le faire au téléphone, voyez-vous, ou de le faire par message, parce que ce sont des sujets sensibles. On aimerait bien sûr avoir les personnes devant nous, se poser, boire un café dans un café qui serait ouvert, et pouvoir parler calmement avec des étudiants de ce qu'ils ont ressenti, de la solitude, de l'éloignement avec les parents, de la pression universitaire avec le distanciel qui continuera jusqu'en février 2021. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les outils numériques un peu comme on peut, c'est-à-dire on passe des coups de téléphone plutôt que d'aller boire des cafés ou d'aller dans les facultés ou dans les résidences étudiantes. Moi, pour ma part, j'ai trouvé beaucoup d'aide dans les groupes d'étudiants. Alors voilà, je suis plus étudiante moi-même depuis pas très longtemps, mais je suis dans un tas de groupes Facebook d'étudiants qui en fait se réunissent par promo. Et là, on peut vraiment lire beaucoup de choses sur la vie étudiante, à la fois en ce qui concerne les études et leurs ressentiments, et puis prendre en contact avec certains pour les interroger. C'est bien évidemment moins bien que le terrain, mais on s'adapte comme on peut. On continue le tour sur comment travailler avec toi, Faiza, qui est d'ailleurs chez toi. Là, voilà, parce que je souligne, hein, pour Mediapart, hein, on a aussi des règles, des jauges, une partie d'entre nous étant télétravail. Et donc, comment tu appréhendes et comment tu as dû faire face à cette situation pour rendre compte d'une réalité, de sa diversité, sans être au plus près du contact physique avec ce terrible terme que nous détestons à Mediapart, distanciation sociale, on pourrait dire des distances sanitaires, etc. Parce que c'est comme s'il fallait mettre fin aux rapports sociaux. Dis-nous. Alors, on a de la chance à Mediapart d'être tous assez spécialisés dans nos secteurs. Donc, forcément, on partait pas de zéro. Nous, à Mediapart, on a beaucoup en plus d'abonnés qui sont enseignants. On le voit à la vitalité justement du club et des billets de blog réguliers. Moi, je vois, il y a beaucoup de sujets quand j'ai pas le temps de les traiter, qui sont débattus dans le club. Et ça, c'est assez, c'est assez intéressant parce que, comme le disait Dan, sur l'éducation, c'est pareil qu'au service social. Tous les jours, je pourrais écrire sur tel établissement où il manque des profs remplaçants, où il y a des mauvaises conditions de travail, où les fenêtres ne ferment pas correctement ou ferment trop. Justement, là, en ces temps où il faudrait pouvoir aérer régulièrement les établissements, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup été remonté. Et donc, le club, en ce sens, il est aussi très utile parce que moi aussi, ça me permet parfois de contacter aussi des enseignants qui vont témoigner d'une situation précise sur le club. Il m'est déjà arrivé de les contacter, de dire, ben voilà, je fais un article sur tel sujet, est-ce que vous pourriez, est-ce qu'on peut échanger à ce propos? Donc, moi, j'ai pas tellement de difficultés parce qu'on a tous les, enfin, le milieu éducatif est quand même bien organisé. Il y a des syndicats qui sont encore assez représentatifs. Donc, à travers les syndicats, on a aussi des échos, par exemple, des négociations actuelles avec Jean-Michel Blanquer autour
autour de la revalorisation qui n'arrive jamais, enfin ce genre de choses. Donc, et puis après, il y a le réseau classique, les familles. Pendant le confinement, beaucoup de personnes, voilà, plus ou moins proches, m'écrivaient en me disant: «Ah bah tiens, toi, tu es journaliste, voilà, moi j'ai beaucoup de mal à faire l'école à la maison». Par exemple, l'école à la maison, c'était très visible que toutes les catégories sociales, même les plus éduquées, avaient des difficultés à faire l'école à la maison. Donc voilà, ça c'était intéressant. Donc voilà, on se débrouille comme on peut. Évidemment, ce n'est pas les conditions optimales, mais on fait au mieux pour essayer de fournir un journal toujours exigeant et informé. Juste avant de passer la parole à Dan pour continuer le tour de table, il y a une question qui est. Alors, il y a plein de questions à l'image du club. Hein, il y a, on ne pourra pas répondre à toutes. Il y a Arouara qui souligne le problème de justement au fond des contraintes sociales. Parents de 4 enfants de 17 ans à 6 ans, ma fille et mon gendre ont eu d'énormes difficultés pour les devoirs, pas de possibilité d'avoir 4 ordinateurs, de papier en nombre, de l'encre, très déprimant pour la famille, égalité sociale, et là avec humour, ou peut-être comme il se plaise à dire, distanciation sociale. Mais il y a une question qui est vraiment pour toi, qui est Féfé ou Feufeu, je ne sais pas, demande pourquoi les facs ont ce sort particulier. Pourquoi? Quel est l'argument sanitaire qui justifie qu'elles soient confinées, donc de fait fermées depuis octobre et jusqu'en février. Est-ce que, et la question demande, est-ce que Blanquer punit les étudiants de quelque chose? Est-ce que c'est l'occasion d'empêcher que ça bouge et que ça remue dans les facs, Faiza? Ouais, ça c'est Frédéric Vidal, hein, en l'occurrence, qui s'occupe Oui, pardon. des étudiants. Oui, bah, la question c'est les enseignants d'université sont passablement énervés et à juste titre parce que rien n'a été prévu. Enfin, c'est pas comme si en mars on pouvait excuser le fait, voilà, la désorganisation parce que c'était nouveau. Mais là, il y a quand même eu entre-temps 8 mois qui se sont écoulés et rien n'a été fait pour réduire les jauges. Par exemple, imaginez des TD en demi-groupe comme ça se fait dans les lycées. Dans les lycées, il y a la moitié des lycées environ qui ont basculé dans une organisation hybride avec des demi-groupes. Ça se passe plutôt bien, enfin autant que possible vu les circonstances où tout le monde est obligé de faire des efforts. Pour les universités, c'est vraiment un gros mystère parce que bah, ils considèrent que les étudiants sont beaucoup plus contagieux, contaminants et que voilà, enfin, vu le nombre de personnes qu'on met dans un amphi, effectivement, sans aération, c'est compliqué. Mais ça, c'est une explication aussi, effectivement, qui circule, c'est qu'il y a eu la fameuse loi de programmation pour la recherche, la LPPR, qui est contestée depuis des mois avant même le confinement. On se souvient que le 5 mars, il y avait une grosse grève dans les universités autour de cette question, cette loi qui a plein de dispositions diverses qui sont assez délétères pour l'université et ses financements. Et effectivement, beaucoup d'enseignants se demandent si, sans verser dans un complotisme, s'il n'y a pas aussi une volonté d'assécher toute velléité de contestation sociale. Parce que, voilà, moi, les enseignants mobilisés me disaient, c'est très compliqué pour nous d'organiser une lutte à distance sans pouvoir voilà, se retrouver, faire des AG réels, etc. Enfin, mener une lutte étudiante comme il en existe depuis des décennies. Un effet d'aubaine que l'on voit d'ailleurs, y compris dans des dispositions des lois que nous, journalistes, contestons, et notamment le fait de glisser dans les débats récents, de criminaliser le fait de faire des mouvements d'occupation des universités. Et on sait que beaucoup de mouvements sociaux en France ont pris aussi par une mobilisation des étudiants. Alors Dan, tu vas continuer en écho, mais il y a une question précise pour toi sur qui est de Catou sur les aides qui dit « Je n'ai rien lu des aides prévues aux gens qui sont en intérim, en CDD, principalement des jeunes. Se retrouvent-ils absolument sans ressources ?»
C'est à craindre. C'est à craindre. En fait, je suis en train d'écrire un article consacré aux saisonniers, mais où je compte bien rappeler ça. Il n'y a pas grand-chose qui est prévu pour les gens qui n'ont pas accès à l'assurance chômage. Pour aujourd'hui être couvert par le chômage, il faut avoir travaillé 4 mois. Et n'oublions pas que du 1er novembre dernier au 1er août, il fallait avoir travaillé 6 mois. C'était la première partie de la réforme de l'assurance chômage voulue par le gouvernement. Ils ont fini par revenir en arrière. Mais il y a beaucoup de gens qui auraient pu être couverts par l'assurance chômage parce qu'ils avaient travaillé 4 mois et demi, 5 mois, qui n'ont pas été couverts. Donc ça, c'est quand même un point très important. Et on ne parle pas du tout des gens qui cumulent les petits boulots et qui ont accumulé, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois de travail sur la période de temps qui est demandée, qui est 1 an ou 2 ans, en fonction des périodes. Donc effectivement, il y a un vrai souci. Le gouvernement dit par exemple, mais vous savez, nous, on fait des choses très bien, ce qui est vrai en partie. Par exemple, pour les gens qui arrivaient en fin de droit de chômage, on a prolongé leurs indemnisations le temps du confinement. C'est vrai. Mais par exemple, si vous aviez droit à 6 mois de chômage et que vous avez été enfermé chez vous en mars, avril, mai, et puis que vous n'avez pas trouvé de chômage en juin, rien n'est prévu. Vous avez continué à consommer vos droits au chômage alors que vous étiez chez vous, qu'il n'y avait pas de travail, que personne ne pouvait vous en proposer. Donc il y a quand même d'énormes trous, évidemment, dans ce dispositif. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup d'argent qui est mis, mais il y a aussi beaucoup de gens qui passent en dehors des mailles du filet. On a eu une alerte, c'est aussi ce que je voulais dire, on a beaucoup de gens qui nous écrivent, en fait, à Mediapart. On a beaucoup de gens qui écrivent, qui nous envoient des messages, des alertes, qui décrivent leur situation ou celle des autres. Et on a par exemple un message d'une dame qui est chef d'entreprise et qui monte des stands pour les foires et les expositions et les salons. Elle n'a pas travaillé depuis le mois de mars. Voilà. Et elle est chef d'entreprise, il n'y a rien prévu pour elle. Un degré moins, comment dire, quelque chose qui est un peu moins exotique ou moins rare, on va dire. Tous les patrons de restaurants, il y a le chômage partiel pour leurs salariés, mais eux-mêmes, ils ne touchent rien. Vous êtes gérant et que vous rémunérez sur les bénéfices de votre activité. Eux, ils peuvent toucher l'aide accordée par l'État. Donc longtemps, ça a été 1 500 € par mois. Là, ça peut monter jusqu'à 10 000 € selon plein de conditions, mais ces aides-là ne sont pas pour eux. Elles sont pour payer couvrir les charges comptables du restaurant, le loyer, les frais habituels. Donc, eux ne touchent rien et depuis des mois. Voilà. Alors, il y a une question assez passionnante, mais on n'aura pas le temps d'y répondre, qui fait rebond sur ce que tu as dit à propos de l'endettement de l'État. C'est Pierre qui dit, mais c'est le problème de l'argent créé. Comment crée-t-on l'argent dans une société capitaliste? Alors, j'ai envie de dire à Pierre, s'il est toujours là, de taper Romaric Gaudin, qui a écrit là-dessus, qui est journaliste aussi au Pôle économique et de Mediapart, et qui a précisément écrit sur cet aspect presque de fiction de la création monétaire. Mais j'ai une question pour terminer à vous trois, et en commençant par la plus jeune d'entre nous, j'allais dire Khadija. Bon, on décrit une catastrophe sociale et sincèrement une immense catastrophe. Tu l'as dit, il y a des jeunes qui vont pour les repas là où vont des SDF. Il y a une vraie misère qui est là et ça devrait être, et je le répète, la priorité de gouvernants responsables devrait être de nous parler de ça et non pas de tout ce qui fait diversion actuellement. Alors, on raconte tout ça. Et noir, c'est noir, triste, c'est triste. Comment faire en même temps pour donner espoir, pour raconter qu'il y a aussi des gens qui ne se laissent pas abattre, qui résistent. Comment faire pour... Vous avez souligné tous les trois combien dans cette crise, il y a aussi une dimension dépressive. Et le second confinement est de ce point de vue encore plus dur dans la tête. On commence à en avoir assez, y compris nous-mêmes. On en débat en interne à Mediapart, de faire attention les uns aux autres, à être bienveillants entre nous. Comment donner espoir? Est-ce que c'est notre rôle d'abord? Peut-être que notre rôle, c'est d'abord de raconter ce qui se passe, mais comment faire pour ne pas être saisi par une dépression à la lecture de Mediapart? Oui, des fois c'est difficile. Mais moi, je pense que voilà, ce qu'on a à décrire, et particulièrement en ce qui concerne, là pour le coup, je parle pour mon pôle, le social et la jeunesse, c'est dur et c'est difficile. Et parfois, la lecture de Mediapart peut être difficile, c'est vrai, mais parce que la réalité sociale n'est pas joyeuse, quoi. Donc, on ne peut
pas inventer des réalités parallèles. Mais moi, le peu d'espoir que j'arrive à trouver quand je fais mon travail, c'est avec mes sources. En fait, à la fois, il y a une grande précarité chez la jeunesse et à la fois, les manifestations récentes de la jeunesse donnent beaucoup d'espoir. De la manifestation où nous étions présents contre la loi de sécurité globale, il y avait beaucoup de jeunes en fait. Même moi, je me sentais peut-être un peu même vieille parce qu'il y avait des gens de 16, 17 ans, 18 ans qui avaient des discours assez construits sur ce qu'ils considéraient être un pilier de la démocratie, la liberté, et pas uniquement la liberté des journalistes, mais la liberté d'expression. Et ce discours-là, c'est un discours qu'on porte à Mediapart, certes, mais que des jeunes de 16-17 ans arrivent à porter. Et ça donne un peu d'espoir. Moi, là, je travaille sur un documentaire radio, enfin sur un podcast où je vais faire parler la jeunesse. Voilà, donc je l'annonce. Je vais être obligée de le faire. et en fait, ça donne beaucoup d'espoir. J'étais au téléphone hier avec une jeune femme de 17 ans à Strasbourg qui est en train de créer en fait avec ses copines une plateforme féministe parce qu'elle trouvait que les féministes n'arrivaient pas vraiment à parler aux très jeunes, donc aux lycéennes et aux collégiennes. Et ça donne beaucoup d'espoir en fait quand on voit ça, des jeunes femmes de 17, 16, 14 ans qui partagent des informations pour se défendre entre elles et qui prennent la sororité. Pareil dans les mouvements écologistes. Voilà, moi, mon espoir en tout cas, je le trouve là. Dans cette jeunesse qui se réveille et qui défend des valeurs qui sont aussi les nôtres à Mediapart. Donc voilà, c'est ça. Alors, sur les podcasts, hein, toujours pour celles et ceux qui nous découvrent, Hadija a fait des podcasts formidables lors du premier confinement sur nos vies confinées, hein, et y compris qu'est-ce que c'était que s'aimer par temps confiné. Et donc, rien de ce qui est humain n'est étranger à Mediapart, y compris l'amour. Hein, voilà. Alors, il nous reste à peine 5 minutes avant de passer au plateau suivant. Faiza, sur le même thème, comment redonner espoir, et je laisserai à Dan le mot de la fin. Ouais. Moi, je ne suis pas exactement la source de l'espoir et de l'optimisme à Mediapart, mais du reste, moi, je pense que, enfin, ce qui me donne de l'espoir, c'est la motivation des personnels enseignants. Et puis, enfin voilà, malgré tout ce qu'on dit sur leur métier, tous les clichés qui leur sont accolés, la brutalité et le mépris qu'ils ressentent de la part de leur ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui est très peu aimé par ses troupes, ben, il reste que malgré, moi quand j'entends la litanie de leurs difficultés aux enseignants, parfois je me dis mais comment ils arrivent à continuer, et en fait ils croient en la nécessité d'aider les plus vulnérables. Moi j'ai un attachement particulier à l'éducation prioritaire, et à chaque fois vraiment sans aucune démagogie, je suis assez admirative de l'énergie qui est déployée par des enseignants qui se retrouvent face à des populations dans des situations de précarité très, très difficiles, qui vivent dans des hôtels sociaux ou même qui ont des logements mais insalubres. Enfin, il y a toutes ces situations sociales, et il y a toujours cette envie voilà, de créer un monde meilleur, de permettre à ces enfants d'avoir une éducation en bonne et due forme. Et puis l'autre respiration à Mediapart qu'on a, pour moi, c'est la vie intellectuelle, les livres, voilà, les livres, parler de livres, lire des bons romans, c'est une bonne respiration, et je trouve que voilà, réussir à conjuguer un peu tout ça, ça donne un peu d'espoir, parce qu'effectivement, c'est pas l'optimisme, c'est pas la première chose qui surgit quand on arrive sur Mediapart, clairement. Alors, Dan. Oui, c'est vrai. Pour parler des livres avec Faiza, on a une petite activité bénévole à côté de critique littéraire en groupe. On pourra faire une petite réunion si vous voulez. C'est vrai que pour pas dévoiler les coulisses, moi, avec mes collègues le savent bien, je dis que notre pôle, c'est le pôle joie et bonne humeur, avec beaucoup d'ironie. Parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur dans ce qu'on raconte, mais ça me semble vraiment très important de le décrire, parce que beaucoup des choses qu'on décrit ne sont pas racontées ailleurs ou n'existeraient pas dans un récit médiatique si on ne le faisait pas. Donc ça me semble assez important. Et après, comme mes camarades, sans grande surprise, hein, qu'est-ce qui peut donner espoir, ou qu'est-ce qui peut, oui, un peu nous revigorer, c'est d'abord les luttes, les gens qui sont face à des difficultés et qui se mettent ensemble et qui combattent,
parfois avec, voilà, avec une victoire au bout. Et puis des initiatives. Moi, j'ai un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'ubérisation du travail, avec des guillemets, notamment les livreurs à vélo et en scooter qui travaillent avec les grandes plateformes. Alors, il y a le pire hein, de ce qu'on peut trouver dans le capitalisme moderne, des gens sans papier, des mineurs qui travaillent sous des fausses identités, des gens qui ne gagnent pas très bien leur vie et à qui on baisse régulièrement la rémunération pour aller livrer des repas à des gens en centre-ville qui pourraient aussi descendre de chez eux éventuellement. Bien sûr, ça leur donne un travail, mais c'est un travail très difficile et de plus en plus dévalorisé. Mais on peut aussi voir que partout en France, il y a des collectifs, des coopératives de livreurs qui se montent pas forcément pour concurrencer Uber, mais c'est vraiment des gens qui travaillent et qui cherchent une solution ensemble pour travailler dans des meilleures conditions, selon leurs termes. Donc il y en a partout, à Bordeaux, à Nantes, à Paris, à Strasbourg, une vient de se lancer. Et tout ça, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot, rafraîchissant et réjouissant, parce qu'il se base sur un moteur de recherche, un moteur informatique, Internet, qui a été monté de façon bénévole par des développeurs, qui s'appelle Coopsicle, et tous, ils montent une fédération de coopératives ou d'associations, et c'est vraiment chouette à voir. Bien sûr, ça ne sera jamais Uber, et ils ne livreront jamais les repas dans toute la France, mais pour ces travailleurs-là, c'est vraiment une porte de sortie, et vraiment par le haut. Donc raconter des choses comme ça aussi, c'est chouette. Ouais. Eh ben, merci à tous les trois, Khadija, Faiza, Dan. Alors, petit temps de pause et le quatrième débat, quatrième rencontre avec l'équipe de Mediapart, c'est sur enquêter sur les violences sexistes et sexuelles. Voilà, et à très bientôt. Restez avec nous toute la journée.